pouvez être performant tout en augmentant la déforestation, et vous êtes dans une situation, le scénario de toute façon de référence est totalement invérifiable, personne ne pourra le vérifier, puisque, comme par définition, c'est un scénario contrefactuel, donc il n'aura pas lieu, puisque vous allez mener la politique RED, donc ce scénario, personne ne pourra l'observer. Donc voilà le truc. Et alors évidemment, la performance, quand vous dites aux gens que votre performance, on peut la produire simplement par le jeu d'un bon modèle qui vous prédit quelque chose, c'est un peu gênant. Alors aujourd'hui, la grande discussion, c'est est-ce qu'on sort de cette idée d'une performance purement carbone? Est-ce qu'on ajoute de la biodiversité et du social au carbone pour éviter d'avoir aussi ce conflit, pour éviter que finalement les forêts soient aussi complètement remplacées par des plantations d'eucalyptus? Là, vous avez l'agenda carbone qui triompherait sur l'agenda biodiversité, donc on gagnerait peut-être en carbone, enfin on gagnerait non, parce qu'il y a des problèmes de sol, etc., on va revenir. Voilà. Ou est-ce qu'il faudrait payer pour des mesures de réforme et des mesures effectives, etc. Alors voilà, alors le problème, beaucoup de gens dans la négociation pensent que c'est effectivement ce qu'il faudrait faire. Simplement, comme quelqu'un m'a dit dans la Commission européenne, c'est très bien ce que vous dites, mais on ne sait pas gérer ça en multilatéral. En bilatéral, on peut savoir, la Norvège peut dire à l'Indonésie, on vous paye si vous faites ceci, mais en multilatéral, il faut des choses simples sur lesquelles tout le monde peut s'accorder, se coordonner. On ne sait pas gérer des systèmes effectivement subjectifs, c'est-à-dire d'apprécier la valeur des réformes qui soient faites, par exemple de dire on paye un pays pour les réformes, le contenu des réformes et la cohérence de ses politiques publiques. On peut peut-être le faire en bilatéral, mais c'est plus difficile à faire en multilatéral. Je pense quand même qu'il faut quand même y réfléchir. Alors pour l'instant, où on en est? On a de grosses difficultés, parce qu'on a 4 positions sur la table, on a beaucoup plus que 4. Mais je vais simplifier, on a disons 4 points de vue, on a une architecture, disons totalement, avec 4 points de vue totalement en opposition frontale. Premièrement, il y a tous les gens qui pensent que RED, la seule moyen de le financer, c'est d'intégrer ça au marché du carbone. C'est-à-dire que les réductions d'émissions soit transformées en crédit carbone, soit vendues. Bon, alors pour l'instant, l'état du marché carbone est tellement catastrophique au niveau mondial, au niveau européen, que les gens n'y croient pas beaucoup, mais ils se disent peut-être que demain ça va marcher, etc. etc. Donc ça, c'est la première idée, c'est bien l'idée droit à polluer, si vous voulez, réduction d'émissions qui vont compenser les émissions dans les pays industrialisés. Alors, variante, c'est le Brésil qui dit non, on ne veut pas de marché du carbone, on veut bien des paiements à la performance, mais à ce moment-là avec un fonds, avec un mécanisme indépendant, notamment de l'argent, des crédits spéciaux. Alors évidemment, alors je vais très vite, les Européens disent, nous, cette affaire, on a très peur de ce qu'on appelle le hot air. Le hot air, qu'est-ce que c'est? C'est au fond, c'est des crédits carbone qui ne correspondent pas à de véritables réductions, ou en tout cas qui ne correspondent pas à ce qu'on appelle des réductions additionnelles, c'est-à-dire à des réductions qui soient vraiment, qui soient véritablement, qui ne soient pas le fait des circonstances, qui soient vraiment le fait d'un effort. Le hot air, il y en a plein en Europe, c'est le fait que les Russes et les Ukrainiens disposent d'énormes réserves de crédit carbone qui sont simplement liées à un fait particulier de la négociation climatique, qui est le fait qu'on a donné comme référence à l'époque, en 97, la ligne de base c'était 1990. 1990, il y avait encore l'URSS avec toutes les vieilles usines complètement polluantes. Donc du coup, en 97, quand on a négocié, la Russie avait déjà complètement, son industrie était à plat, donc ils émettaient beaucoup moins. Donc ils se retrouvent avec aujourd'hui un énorme paquet de crédits carbone qu'ils essaient de vendre, que personne ne veut leur acheter, puisque de toute façon le prix est très bas. Mais c'est ça, du hot air. Et ça pourrait être une belle machine à générer du hot air. Alors l'autre option, c'est RED financé par des fonds internationaux. Qu'est-ce qu'on fait? Alors soit c'est de l'aide publique au développement, alors ça on sait qu'en ce moment c'est la catastrophe, puisque l'aide publique au développement se réduit, parce que les budgets publics sont ce qu'ils sont. Et donc on parle beaucoup des mécanismes financiers innovants, c'est-à-dire en réalité de quoi s'agit-il? Il s'agit de fiscalité internationale. L'enjeu maintenant c'est de voir si on ne pourrait pas financer ce mécanisme RED à travers une fiscalité, soit une partie de la taxe sur les transactions financières, conditions de l'étendre, etc. Une taxe sur le carbone mondial. Il y a on peut mettre des taxes sur des tas de choses, l'important c'est de décider politiquement, etc. etc. Donc ça c'est un autre problème. Je vais terminer, enfin je vais laisser un peu de passer à la discussion. Si on reste sur l'idée initiale de RED initialement c'était une idée de payer pour des performances nationales. L'idée c'était de payer des pays. Et les projets étaient des moyens, mais c'était seulement le pays pouvait, effectivement, on devait payer la performance nationale. Et puis ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu tout un lobby pour, voici les grandes 4 positions, pour dire non. Peut-être qu'il serait intéressant de rémunérer des projets. Alors des projets, pourquoi rémunérer des projets? C'est que l'idée est la suivante, c'est que si vous rémunérez le pays, d'accord, on va mesurer la déforestation au niveau du pays. Bon, la négociation n'arrive pas à patiner, comme la nature a horreur du vide, la
négociation n'arrive pas à atterrir, donc elle patine, voilà, c'est ce que je voulais dire. Et derrière, des ONG de conservation, des investisseurs carbone, tout le monde du business carbone, finalement, ou des gens, y compris des ONG de conservation qui veulent utiliser le carbone pour financer de la conservation, on dit, bah, écoutez, nous, on va avancer, on va faire des projets. Et ces projets, ils vont eux-mêmes établir leur propre scénario de référence, ils vont faire leur propre méthode de calcul, etc. Et ils vont vendre directement sur le marché des crédits carbone. Ces crédits carbone, pourquoi? Parce qu'il existe un marché volontaire à côté du marché, ce qu'on appelle de conformité, qui est le marché européen, qui est le marché de Kyoto. Il existe un marché de la neutralité carbone, un marché volontaire, un marché qui est totalement entre entreprises, et qui d'ailleurs se développe avec ses propres règles, ses propres certificateurs, etc. Qui sont un marché du carbone généré par des entreprises qui veulent être neutres carbone. Et pour être neutres carbone, ben, elles achètent, effectivement, elles vont voir des projets, notamment des projets forestiers, et elles leur achètent des réductions d'émissions. Et donc se développe un système totalement parallèle, qui est un système de rémunération. De rémunération, si vous voulez, à travers des projets. Alors, 2 mots sur l'approche fonds de marché, quel est le débat? Il y a 2 objections, alors beaucoup de gens, beaucoup de pays poussent pour le marché du carbone en disant que c'est la seule manière de lever des fonds, de lever de l'argent, il y a de l'argent que dans le marché. Mais il y a 2 types d'objections. Vous avez la Bolivie, enfin il y a 3 types d'objections. Il y a la Bolivie qui dit pas question de marchandiser la nature. C'est une position idéologique très forte, etc. Pas de paiement pour services environnementaux, pas de, etc., etc. Il y a une loi qui interdit la marchandisation de services environnementaux. Vous avez le Brésil qui ne dit pas de marché de carbone parce que les pays du Nord doivent déjà faire le ménage chez eux, donc ils doivent d'abord réduire leurs émissions. Ensuite, peut-être dans 10 ans, quand ils auront vraiment réduit leurs émissions, on verra. Et puis, vous avez aussi la position plutôt, qui est un principe d'efficacité environnementale, qui est de dire il est impossible d'éviter une production massive de hot air du fait du caractère absolument insolvable du problème du scénario de référence. En gros, on ne sait pas comment traiter cette question de scénario, plus d'autres problèmes qui sont liés aux fuites, etc., qui sont liés notamment à l'approche projet, mais je ne vais pas... Bon, voilà, l'approche projet est la suivante. RED, au départ, dès 2005, a été conçu comme une approche au niveau national. Pourquoi? Pour aller très vite. Parce qu'on s'est dit que si on fait des projets de conservation des forêts, si on fait des projets pour protéger les forêts, à un niveau géographique limité, sur un territoire limité, c'est-à-dire sur quelques dizaines ou centaines de milliers d'hectares dans un pays, si vous ne traitez pas les problèmes qui sont à la base, ce qu'on appelle les moteurs de la déforestation, si vous ne traitez pas les causes structurelles de la déforestation, le risque, c'est tout simplement que les pressions de déforestation se déplacent d'une forêt à une autre. Donc vous protégez une forêt, mais les pressions vont se déplacer sur les forêts, sur les massifs boisés de côté. C'est ce qu'on appelle le phénomène de fuite. Et c'est pour éviter cela qu'on a dit RED, on va le faire au niveau des projets. On va le faire, pardon, pas au niveau des projets, on va le faire au niveau national. C'était l'idée initiale, en disant qu'au niveau national, on va un peu limiter le problème des fuites. Il y aura peut-être des problèmes de fuite internationales, mais peut-être on pourra le faire. Mais il y a eu tout un lobby pour que des projets puissent être directement rémunérés. Et nous sommes dans une situation, alors je ne vais pas aller dans le détail parce que il y a des tas de tentatives intellectuelles pour dire on va essayer de combiner le niveau des projets et le niveau national. Fondamentalement, intellectuellement, du point de vue de l'intégrité environnementale, on n'y arrive pas, pour de tas de raisons. Alors, l'autre problème, et je vais peut-être terminer sur 2 ou 3 éléments là-dessus pour laisser un peu de place à la discussion, c'est que finalement c'est aussi une théorie très naïve, tout ça de l'incitation. L'idée derrière, c'était de dire on va s'adresser aux États. Un État, c'est de considérer qu'un État c'est un peu comme un agent économique lambda qui va comparer, très informé, des prix, des coûts et des bénéfices. Et qui va dire voici quel est le coût, disons voici quel est mon coût d'opportunité, voici quel est le gain que j'ai à déboiser, etc. On suppose que l'État est une sorte d'animal calculateur unique, où il y a un seul centre de décision, pas plusieurs, qui prend des décisions de manière informée sur la base d'un calcul de maximisation coût-bénéfice. Ça, c'est une fable. Aucun État ne fonctionne comme ça. Et surtout pas les États, les États qu'on appelle faibles ou défaillants. Et vous avez vu la carte, mis à part peut-être le Brésil où il y a un véritable État, effectivement, on est devant des États qui sont en général en faillite, défaillants, etc., qui ont beaucoup de mal. Et ça pose 2 questions. C'est d'abord la question de la décision, c'est-à-dire est-ce qu'un État, est-ce que c'est un agent économique qui décide tout seul,
Est-ce qu'il n'y a pas plusieurs choses contradictoires, etc. En général, il y a beaucoup de choses contradictoires, des intérêts, etc. Donc, est-ce que les États peuvent décider de réduire la déforestation? Est-ce qu'on peut dire je décide de réduire la déforestation parce que je suis l'État camerounais, par exemple, ou indonésien, ou congolais, centrafricain, vous voyez très bien le problème, il n'y a pas d'État. Au Congo, il n'y en a pas beaucoup non plus. Et si vous avez. Et le deuxième problème, c'est en admettant même que ces États seraient en mesure de prendre une décision, est-ce qu'ils seraient capables de mettre en œuvre les mesures sociales, les mesures politiques, les mesures économiques qui permettraient réellement de réduire la déforestation? Seraient-ils capables de faire des réformes foncières? Seraient-ils capables effectivement d'aménager leur territoire? Seraient-ils capables de faire appliquer les lois qui généralement, ou d'en voter de nouvelles, etc. C'est effectivement quelque chose d'assez compliqué. Parce que le problème, c'est que très souvent, la réduction de la déforestation, elle se joue en dehors du secteur forestier. Elle se joue dans des politiques publiques, dans des